sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance avec notre invité Christian Parizeau pour notre page économie. Bonjour Christian. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous Christian ce matin. Vous êtes président d'Altair Economics avec nous très régulièrement pour commenter l'actualité économique, macro, micro. Ce matin, on va commencer avec les rendements américains, Christian, qui atteignent des sommets de 3 mois alors que la Réserve fédérale américaine a baissé ses taux de 50 points de base. En théorie, ça devrait peser sur les rendements. Pourquoi est-ce qu'ils continuent de prendre de l'épaisseur? Oui, c'est tout le paradoxe, parce que la volonté de la Banque centrale, quand elle a baissé ses taux, c'est d'assouplir les conditions monétaires, donc faciliter la croissance économique. Or, ce qu'on constate, c'est depuis qu'elle a mis cette baisse de 50 points de base, on a les taux longs qui montent, et ça, les taux longs, c'est plus important que les taux directeurs, puisque les taux longs vont déterminer véritablement le coût d'achat d'une maison, le coût d'emprunt pour les sociétés. Donc, les taux longs sont montés et le dollar est monté. Donc, ça devrait être l'inverse qu'on aurait dû observer. Donc, on voit que ça montre à quel point on est dans une grande incertitude sur le scénario économique. C'est-à-dire que la Banque centrale américaine, en septembre, elle a baissé ses taux, et on a plusieurs membres qui l'ont dit, parce qu'ils s'étaient restés sur des indicateurs économiques particulièrement dégradés sur l'économie américaine. On a eu grosso modo jusqu'à juillet à peu près, tous les indicateurs économiques jusqu'à juillet étaient plutôt en dessous des attentes et montraient un risque de retournement du marché du travail. Et ça, c'est quelque chose qui est dans la tête de tous les banquiers centraux, parce qu'il y a toujours cette crainte, l'économie se dégrade, l'industrie est en récession, et pourtant on ne voit pas le marché du travail se retourner. Et donc, quand il y a eu quelques signes un peu plus négatifs, on a eu peur. On a eu peur que l'économie se retourne. Et puis, entre-temps, sur les chiffres du mois d'août, sur les chiffres du mois de septembre, on a eu des chiffres plutôt au-dessus des attentes et qui montrent que l'économie américaine, finalement, au troisième trimestre, est autour des 3%. Donc 3% de croissance, ça ne justifie nullement qu'on anticipe un retournement conjoncturel et surtout pas une récession. Donc on est très très loin de ce scénario et on voit à quel point on a changé, d'où l'idée peut-être que déjà commence à apparaître sur les marchés. Est-ce que la Banque centrale n'a pas fait une erreur de politique monétaire? Alors certes, elle a de la marge, elle peut encore baisser ses taux. Pourquoi? Elle les a baissés trop vite. Est-ce que déjà 50 points de base, est-ce que c'était pas trop déjà? Et puis derrière, on sait qu'elle peut encore baisser parce que quand même les taux réels ont monté parce que l'inflation a quand même reculé. Donc elle a encore un peu de marge, mais elle va pas aller beaucoup plus loin. Si on reste sur une croissance à 3, il n'y a rien qui justifie qu'elle aille de manière très agressive sur ce qu'on appelle le taux neutre. Alors on l'estime autour de 3. Donc il y a encore du chemin à faire, on en est encore très loin, mais elle va pas y aller très rapidement si l'économie résiste bien. Donc ça, c'est un premier point qui a joué. Deuxième point, on a eu un indicateur d'inflation un petit peu plus fort que l'attente du consensus sur le noyau dur. Mais attention, quand on regarde dans le détail, c'était en grande partie lié à l'arrivée des tempêtes, à des achats peut-être importants de la part des ménages qui ont tiré un peu les prix vers le haut. Donc, je ne peux pas vous parler de retour de l'inflation aux États-Unis. Puis, on a eu encore ce beige book qui nous indique que les ménages américains refusent les hausses de prix. Ce que nous indique le beige book même, c'est que les coûts de production augmentent pour les entreprises, mais ça pèse plus sur les bénéfices des entreprises que sur les prix de vente. Donc, on n'est pas du tout sur un schéma de reprise de l'inflation. Donc, ça, c'est quand même rassurant pour la Banque centrale. Ça lui laisse quand même un peu de marge pour un peu détendre sa politique monétaire, mais on est sur des marchés qui restent quand même assez incertains sur le scénario économique, parce que pour l'instant tout va bien, on reste dans le scénario boucle d'or dans lequel on n'a pas de récession et on a une économie qui se soutient, mais on sent que ça pourrait pivoter, soit pivoter sur une croissance qui redémarre très vite, notamment après les élections américaines, soit pivoter sur un scénario de récession si véritablement les entreprises commencent à réduire leurs effectifs, parce qu'on a quand même une récession industrielle depuis 20 mois aux États-Unis, et normalement on aurait dû avoir le marché de l'emploi se dégrader beaucoup plus. D'ailleurs, juste la meilleure preuve, c'est cette semaine, on a eu ce qu'on appelle le leading indicator. Vous savez, cet indicateur avancé qui nous dit quand les récessions vont arriver. Et ça fait plusieurs mois, plusieurs trimestres qui nous annoncent cette récession. Et d'ailleurs, à tel point que le conference board qui calcule ce leading nous dit non, ça traduit plus une incertitude économique. Ils n'osent plus dire parce qu'ils ont annoncé toutes ces récessions. Ça n'arrive jamais. Mais pourquoi? Parce que les indicateurs qui étaient pris par le passé pour nous indiquer une récession sont bien en récession, vont mal, mais ne marchent pas parce qu'on a cette économie des services qui compense assez largement la récession industrielle. Donc on n'est pas confortable. On n'est pas confortable parce qu'on n'a pas les mécanismes passés, et on n'est pas confortable parce qu'on n'a pas de visibilité sur l'avenir. Aucune visibilité. L'avenir à très court terme, ce sont les élections américaines. Le Wall Street semblerait avoir fait son choix. A priori, les investissements se dirigent vers les actifs corrélés à la sécurité privée, le dollar, voilà. Est-ce que par la force des choses, dans ces
ces rendements à long terme n'est pas déjà intégré le fait que Trump va arriver au pouvoir avec un programme hyper inflationniste? Alors, c'est vrai qu'on commence à voir enfin par les marchés l'intégration du risque politique aux États-Unis. Alors, il est temps, hein, parce qu'on se rapproche de la date. Hein. On ne peut pas dire que les marchés aient beaucoup anticipé dans cette histoire, mais c'est vrai que là, on commence à intégrer. Alors, pour plusieurs raisons. Je pense que les marchés étaient sur l'idée qu'il n'y aurait pas forcément une majorité très claire au niveau du Congrès. Et donc, s'il y avait une large victoire des Républicains ou des démocrates, ça veut dire que les programmes économiques des deux candidats seraient appliqués. Alors, avant de parler de celui de Trump, qui est beaucoup plus inquiétant pour les marchés et pour nous, personnellement, en termes d'économie, d'une part, il faut bien comprendre que les deux programmes sont quand même inflationnistes, toutes choses égales par ailleurs. Il faut bien le comprendre, et ça, les marchés obligataires commencent à beaucoup plus réagir à cette idée-là. D'une part, parce qu'on est quand même sur des dépenses nouvelles, quel que soit le programme. Alors, peut-être plus social, peut-être plus de baisse d'impôts du côté de M. Trump, plus social du côté de Mme Harris, mais on n'est pas du tout sur un assainissement des comptes publics. Donc ça, c'est quand même un point quand même qui est plutôt haussier pour les taux longs. Et puis, d'autre part, on a des programmes qui divergent assez importants, mais qui pourraient avoir des impacts très forts. Et là, on pense notamment au programme de M. Trump, qui est très, très inflationniste. Pourquoi? Parce qu'il augmente les droits de douane. Alors, il dit, oui, mais quand je vais monter les droits de douane, il suffira que les gens produisent aux États-Unis. Et comme ça, du jour au lendemain, j'aurai pas l'inflation, mais j'aurai la production qui va augmenter aux États-Unis. Et donc, tout va bien. Sauf que si on produit aux États-Unis, il faut quand même construire les usines, il faut embaucher les gens. Et on n'est pas du tout dans une situation où on pourra réagir très rapidement face à des hausses de droits de douane. Donc, la hausse des droits de douane sera forcément inflationniste pour le consommateur américain, mais de plus en plus, et ça, c'est peut-être l'élément central qui commence à apparaître, on commence à avoir des analystes d'actions et des données d'enquête qui nous montrent que les entreprises sont pessimistes parce qu'elles considèrent que ces droits de douane, elles ne vont pas le répercuter sur le consommateur. C'est-à-dire qu'on pouvait dire encore jusqu'à maintenant, c'est très inflationniste, mais c'est plutôt récessionniste, ce qui pourrait arriver, parce qu'on commence à voir aujourd'hui des entreprises qui nous disent le consommateur est tellement sensible à l'aspect prix, à l'aspect inflation, que nous, on n'aura pas la capacité, et donc ça va peser sur nos profits, sur nos marges, finalement, ça va inciter à nous diversifier sur nos chaînes d'approvisionnement. On a encore eu Mattel qui a publié cette nuit, qui indique qu'ils produisaient 50% en Chine, mais qu'ils n'arrêtaient pas de réduire la part de la Chine dans leur production, et que maintenant ils avaient 6 autres pays, 6 autres centres de production pour justement se désensibiliser et éviter ce risque Trump. Donc ça a un impact sur l'économie, ça a un impact sur le comportement des entreprises, et en tout cas ça a un impact très fort sur les incertitudes. Donc ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui les anticipations d'inflation remontent, quelles que soient les élections, parce qu'on se dit qu'il y a quand même un risque derrière ces programmes économiques. Et dans le cas de M. Trump, on peut avoir une surréaction entre le fait qu'il va réduire la population active dans sa lutte contre l'immigration, sa volonté de relocaliser à tout prix, donc il va augmenter certes la production, mais il va créer des tensions sur le marché du travail, et puis de l'autre, d'entreprises, soit qui n'ont pas les moyens, qui vont avoir une pression très forte sur leurs bénéfices, c'est pas forcément une bonne chose, soit à l'inverse, vont pouvoir répercuter ça sur leur prix de vente dans les secteurs où ils ont encore la capacité, mais ça va plutôt avoir un effet récessif à terme, parce que la consommation ne va pas suivre. Donc, globalement, c'est des scénarios qui commencent à être beaucoup plus noirs. Le FMI parlait même de récession aux États-Unis en cas de remontée des droits de douane. Ok, très clair. Écoutez, on va suivre tout ça avec attention. Les résultats des élections américaines, c'est dans à peu près 10 jours. On parle d'inflation, qui est beaucoup au cœur de votre discours, et on le comprend. En Europe, en zone euro, Christine Lagarde hier nous expliquait que l'inflation pourrait revenir à la cible plus rapidement que prévu. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Madame Lagarde est purement démagogique, ou au contraire, elle a raison? Est-ce que la BCE a rassuré les marchés quand elle a dit que l'inflation était peut-être un problème secondaire et que c'était la croissance maintenant au cœur de ses préoccupations? Il y a un revirement qui est en train de s'opérer, notamment des membres les plus colombes. Je ne vous dirais pas qu'on a convaincu les Allemands, mais au moins sur les membres les plus colombes de la BCE. Et ça, c'est un revirement qui tranche par rapport, parce qu'autant je vous disais aux États-Unis, on commence à s'inquiéter, peut-être que l'inflation va être là, donc ça veut dire que la Banque centrale américaine va être quand même très contrainte, et on se dit qu'elle va moins baisser les taux. Autant du côté de la BCE, là, on a un vrai revirement. Alors, c'est un élément un peu technique, mais qui est très important dans leur communication, c'est qu'on a des membres maintenant, notamment le président, le gouverneur de la banque centrale française, je vais y arriver, Villeroy de Galhau, qui a parlé et qui a envoyé un signal très fort, mais il n'a pas été le seul, sur tous les membres les plus colombes, comme quoi la BCE pourrait l'année prochaine peut-être passer en dessous du taux neutre. Et ça, c'est important. Alors pourquoi le taux neutre? C'est le taux qui n'est pas censé impacter l'économie, ni à la hausse ni à la baisse, mais on commence à parler d'assouplissement monétaire. Donc là, on est dans une politique monétaire
restrictive. On est au-dessus du taux neutre. Alors, le taux neutre, voilà, c'est tout le débat. Hein. Les économistes, consensus des économistes, c'est à 2,25. Le FMI est à 2. Et non, c'est la BCE qui est à 2 et le FMI était à 2,50. Bon, voilà, pour vous donner une idée, voilà, on est autour de 2, 2,25, on ne va pas se battre. Hein. Surtout que ce que nous dit la BCE, c'est que le taux neutre est inobservable et pas stable dans le temps. Donc comme ça règle le problème de ce débat. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on envoie un message très fort au marché parce qu'on dit, jusqu'à maintenant, on était sur le retour de ce taux neutre, donc autour de 2%. Et là, on commence à dire que certains membres disent, il va falloir aller plus loin parce que maintenant, notre risque, c'est plus l'inflation, c'est la déflation. Et donc là, on a fini avec le mouvement de désinflation. Pourquoi on a cette crainte? Parce que certains membres mettent en avant qu'on a une désinflation, donc un recul de l'inflation qui est bien installé aujourd'hui, mais qui pourrait être amplifier ce mouvement de désinflation par un retournement conjoncturel. Et donc, le fait que l'économie européenne va très mal, le fait que l'Allemagne est en récession, ça pourrait entraîner un retournement conjoncturel beaucoup plus violent qu'anticipé. Et donc, le mouvement de désinflation serait beaucoup trop violent et on passerait très vite en dessous des 2%, qui est l'objectif de moyen terme. Et donc là, on n'est plus seulement à parler de mettre une politique monétaire neutre, mais de stimuler la croissance européenne et donc même d'essayer de relancer l'inflation. Donc, vous voyez qu'on change quand même de discours. Alors, c'est pas pour tout de suite, mais ça laisse supposer qu'en décembre, on pourrait avoir une baisse des taux, non pas de 25 points de base, mais de 50 points de base, beaucoup plus rapide, si on a encore une conjoncture qui se dégrade. Et lors de sa dernière intervention, Madame Lagarde, lors de la conférence de presse à l'issue de la dernière baisse des taux, Madame Lagarde avait dit, on a été surpris par l'ampleur du mouvement de désinflation et on reste quand même sur un scénario de reprise économique. Donc, ça veut dire que la désinflation va se poursuivre, mais la reprise économique va atténuer ce mouvement de désinflation pour permettre un atterrissage en douceur et un retour vers les 2%. Ils pensaient qu'on serait à 2% à la fin 2025. Ils commencent à nous dire, et nous l'ont dit dans le dernier communiqué de la Réunion, que l'inflation retournerait vers les 2 beaucoup plus tôt sur 2025. Et là, elle est en train de se dire que finalement, on pourrait rester en dessous de 2. Et là, on aurait à combattre plutôt des pressions déflationnistes. Donc, on voit qu'il y a un gros revirement. Alors, naturellement, c'est pas pour tout de suite. La baisse des taux, elle va se poursuivre. Est-ce qu'ils font 25-50 points de base en décembre? Ça dépendra des datas. Ils vont rien nous annoncer. Mais ça laisse quand même l'image au marché que la BCE peut accélérer et peut aller beaucoup plus loin, alors que la Banque centrale américaine, elle, est beaucoup plus prudente. Ça explique en grande partie la force du dollar que l'on observe sur les derniers jours. Sur les derniers jours, donc on comprend que la BCE est toujours aux manettes et la crédibilité de la BCE n'est pas entamée du tout. Voilà. Pour l'instant, elle est quand même surprise par le mouvement de désinflation, mais on sent qu'elle va être beaucoup plus réactive qu'on pouvait le penser il y a encore quelques semaines. Très clair. Merci. Toujours à l'international, en ce moment, l'actualité, c'est le sommet des BRICS à Kazan, en Russie. Est-ce que cette réunion a plus une portée politique qu'économique, finalement, selon vous? Oui, alors c'est vrai qu'il y a 30 pays sont censés vouloir intégrer c'est ce que nous a dit Vladimir Poutine. Bon, on sent qu'il y a une volonté. Alors, il y a eu pas mal de discussions. Ça a un peu joué sur l'or à court terme. Hier, notamment, l'or est un petit peu monté là-dessus, sur le fait qu'ils voulaient avoir une monnaie commune qui serait indexée sur l'or pour leurs échanges entre eux. Bon, ça, c'est des intérêts, mais je pense que, par exemple, la Chine ou l'Inde ou même le Brésil n'ont pas forcément intérêt. La Russie en a fortement intérêt. On comprend pourquoi. Mais on voit que ça sera très difficile d'avoir un consensus là-dessus. Donc, une monnaie commune, pour l'instant, il n'en est pas question, mais au moins, même un proxy de monnaie commune ou un monnaie d'échange, ça mettra du temps à être mis en place. Il y a quand même quelques avancées. Hein. Il y a l'Inde et la Chine, a priori, qui se sont un petit peu rapprochés diplomatiquement. Hein, et c'est quand même costaud. Voilà, parce qu'ils sont costauds, mais il y a surtout des tensions sur leurs frontières communes, ce qui faisait que diplomatiquement, il y avait quelques tensions. Et il semble que cette réunion des BRICS va permettre peut-être d'apaiser ces tensions et peut-être d'accélérer les relations économiques entre ces deux géants. Donc c'est important. Mais globalement, on voit que c'est quand même des pays qui sont très divers en termes d'économie. Hein, le Brésil, l'Inde ou la Chine. Même l'Inde et la Chine sont plutôt concurrents sur certains domaines. Donc on n'est pas du tout sur une union, comme on pourrait l'anticiper à l'image de l'Europe. Hein. Déjà, l'Europe, c'est compliqué. Je vous laisse imaginer sur des pays comme les BRICS, dans lesquels on a des démocraties pour l'une, d'autres des pays, des systèmes plus autoritaires, des modes de fonctionnement complètement différents des économies. Donc je pense que oui, c'est des effets d'annonce. C'est une volonté de s'opposer finalement aux Occidentaux, de montrer qu'il y a une alternative, notamment aux États-Unis, et qu'on peut peut-être vivre sans
les États-Unis, mais sur le fond, ça ne changera rien. Et même un pays comme le Brésil, qui a un commerce international très diversifié, tant sur l'Amérique, l'Europe et l'Asie, n'a surtout pas intérêt à se renfermer sur les BRICS, à l'inverse de la Russie, qui est obligée aujourd'hui de se renfermer sur ces pays-là. Donc on voit que c'est quand même plus de la politique, plus de la com, que véritablement un changement économique à attendre derrière ça. Et véritablement une explosion des échanges entre les BRICS, j'y crois pas tant qu'il n'y a pas véritablement une volonté politique. Et je crois qu'elle ne sera pas, parce que c'est pas dans l'intérêt de chacun des pays d'avoir cette volonté d'augmenter largement les échanges entre eux. Exactement. Si j'ai bien compris, un des sujets, ce qu'ils souhaiteraient réellement à l'issue de ce réunion, c'est de pouvoir peser plus dans les instances internationales, en fait, en réalité. Diplomatiquement. Exactement. À l'ONU, au FMI aussi, ils aimeraient bien avoir leur mot à dire un peu plus. Donc voilà, je crois que c'est ça, en fait, peut-être évidemment, plus que créer une zone économique commune, c'est, comme vous l'avez dit, extrêmement compliqué à mon avis. Vous avez parlé de la Chine. La Chine est sous le feu de l'actualité. Les autorités annoncent la mise en place d'un plan de relance de leur économie. Pour autant, les détails sont très peu connus. Tout au plus, on sait que c'est le secteur de l'immobilier pour l'instant qui a été favorisé. La demande intérieure, pas du tout. Est-ce que pour autant, on peut supposer que le secteur du luxe français a atteint un point bas ? Alors, un point bas, oui. Est-ce qu'il a une grosse possibilité de rebond sur la Chine ? Je ne suis pas convaincu. Alors, ce qui se passe en Chine, c'est quand même important. C'est un vrai changement. Il y a un changement de discours très profond de la Chine. Et il y a surtout une promesse. Alors, ils n'ont pas employé ce terme de quoi qu'il en coûte, mais quoi qu'il en coûte, ils atteindront 5% de croissance, quels qu'en soient les impacts. C'est mal parti. Hein. C'est 4,7 sorti. Oui, mais justement, ils veulent montrer qu'ils vont contrer ça. Alors, ça veut dire 5, mais ils n'iront pas forcément à 7 ou 8. C'est aussi ça la différence. Hein. Mais en tout cas, il y a une volonté véritablement de faire un choc de confiance et d'annoncer qu'il y aura une politique budgétaire qui sera en place et qui nous assure minimum 5% de croissance en Chine, ce qui est plutôt une bonne nouvelle quand même globalement pour la croissance mondiale et pour l'ensemble des secteurs et l'ensemble des Européens, toutes les industries européennes qui dépendaient énormément de la Chine. Alors, deuxième chose, les méthodes. Première méthode, ce sont des mesures très profondes pour assainir l'immobilier, transférer la dette immobilière, pour faire simple, à l'État central. Il y a plein de mesures qui vont essayer de stabiliser. Ça va pas se faire en 2 jours. Hein. Donc ça, je pense que ça n'aura pas un effet, mais ça a un effet globalement de stabilisation et puis d'essayer de redonner confiance. Il y a un deuxième volet qui est véritablement de liquidité, d'apport de liquidité au marché. C'est pour ça que les marchés, les rachats d'actions, les swaps, qui permettent à des institutionnels d'apporter leurs actions à la Banque centrale qui vous redonne du cash, qui vous permet de réinvestir. Donc on voit qu'il y a quand même là vraiment un apport de liquidité sur les marchés obligataires et sur les marchés actions qui va quand même vraiment aider sur les indices boursiers chinois. Et il nous reste la demande intérieure chinoise. Et c'est là où il y a une rupture, parce que jusqu'à présent, la stratégie de Pékin, c'était de dire je relance par l'extérieur, je fais tout pour que mes entreprises relancent leurs exportations. En relançant les exportations, elles vont augmenter leur production, elles vont embaucher, et derrière, ça relance ma demande intérieure. Là, ça n'a pas marché, parce qu'on voit les droits de douane, l'environnement international, la récession en elle-même, enfin tout ça fait que ça ne peut pas marcher, et ça atteint ses limites, avec surtout même que lorsque l'Europe met des droits de douane, il y a une limite à tout ça. Et puis surtout, ce qu'a vu Xi Jinping, c'est que les profits des entreprises chinoises sont sous pression. Et donc ça montre bien qu'à terme, ça risque véritablement d'entretenir la déflation, d'entretenir des reculs de profits, et donc derrière des licenciements. Donc ils allaient dans le mur. Donc je pense qu'il y a une vraie volonté maintenant de relancer la demande intérieure, d'autant plus si M. Trump est élu, ils savent qu'il y aura ces droits de douane qui vont arriver, et donc il faut compenser finalement cette perte de part de marché et ce durcissement. Et donc la Chine a une vraie volonté maintenant, contrairement à juillet, et vous voyez que c'est un vrai revirement, de relancer sa demande intérieure. Par contre, la demande intérieure, elle sera relancée par les ménages les plus faibles, qui ont les revenus les plus faibles, essentiellement en aidant aussi les ménages qui ont des diplômes et qui ne trouvent pas d'emploi par des indemnités chômage. Donc je pense qu'il va y avoir... Alors le problème, c'est qu'on n'a pas de montant. Donc c'est difficile. Voilà, on est dans le vague. Dévoilé fin novembre, à l'issue d'une réunion. Mais on est dans le flou. Mais fin novembre, c'est beaucoup trop tard pour attendre. Alors oui et non, parce que je pense qu'ils veulent pas dévoiler, parce qu'ils veulent avoir les statistiques et faire vraiment ce qu'on appelle du fine tuning, du réglage très fin. Et ils veulent pas surtout dire demain on va vers 8% de croissance parce qu'on a injecté beaucoup de liquidités aux ménages. Donc alors je pense que ce que l'on peut jouer, c'est une amélioration des ventes au détail en Chine. Dans les prochains mois, on va avoir plutôt des bonnes nouvelles. Pas rejouer la rebond de
Du coup, à force des choses, c'est un titre qui par exemple, tout ce qui est lié à la consommation, et surtout, moi je pense que la consommation de biens de consommation, je dirais, de base, hein, pas forcément le luxe. Par contre, le luxe, c'est pas le secteur qui va être le plus aidé. Mais si on a 5% de croissance, on a quand même une amélioration du niveau de vie qui va aider quand même le secteur du luxe. Donc je vous dis pas que c'est totalement négatif pour le luxe, mais c'est pas une relance axée sur le luxe. Donc c'est clairement. Ce qu'on a compris, c'est la demande intérieure chinoise. Voilà, ce qui va, voilà. C'est pas le haut de gamme. C'est pas le. Donc je pense qu'on a plus de chances d'avoir des bonnes surprises sur le cosmétique, sur la consommation de biens courants, que véritablement sur le luxe. Donc il faut plus jouer cette partie-là de la consommation. Par contre, pas jouer matières premières, parce que je pense qu'on va être, on va être très déçus, parce que la reprise dans l'immobilier, ça sera très lent et ça mettra du temps et ça va pas repartir comme ça. On va pas reconstruire des immeubles. Et voilà. Dans l'industrie, ils ont énormément stocké, ils ont énormément de produits finis, donc faut pas s'attendre à un redémarrage industriel particulièrement violent, et pas sur le pétrole, parce que le pétrole, certes, va profiter de ces 5% de croissance, mais on voit que l'élasticité de la croissance chinoise à la demande de pétrole a beaucoup diminué à cause des énergies renouvelables, des voitures électriques. 50% des nouvelles ventes sont en électrique maintenant en Chine. Donc tout ça fait que l'effet levier de la croissance chinoise sur la demande de pétrole a beaucoup diminué. Alors, je ne vous dis pas que c'est négatif, on va avoir une croissance l'année prochaine de la demande chinoise, mais pas autant qu'on peut l'espérer, à mon avis, et surtout pas autant que l'offre de pétrole qui va quand même encore pas mal monter, notamment non OPEP. Donc ça veut dire que globalement, l'OPEP peut pas réduire sa production parce qu'elle est concurrencée par le non OPEP, elle perd des parts de marché, donc elle est obligée d'augmenter sa production pour maintenir sa part de marché, et de l'autre, l'offre non OPEP augmente énormément et la demande chinoise va pas exploser. Donc ça limite quand même les effets. Donc pas jouer matières premières, jouer le luxe à la marge si vous considérez que vraiment on a atteint un creux d'actifs en termes de valorisation, mais voilà. Mais par contre, des valeurs comme L'Oréal, des valeurs qui sont plus sur la consommation classique, à mon avis, peuvent en profiter. Et puis on peut jouer peut-être une atténuation de la concurrence chinoise. Et ça, c'est à avoir en tête. Ça peut peut-être atténuer parce qu'on voit aujourd'hui le gros problème, l'automobile, dans le secteur automobile, on voit que les constructeurs chinois sont très agressifs parce qu'ils ont énormément de stocks de produits finis. Ils sont prêts à tout brader. On voit que même les droits de douane, on a vu que Dibagdi a dit que finalement les droits de douane, ils l'absorberaient dans leur prix de vente parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils ont tellement de stocks aujourd'hui, mais si la demande intérieure repart, ils vont être peut-être un petit peu moins agressifs sur les marchés. Je ne dis pas que c'est l'embellie pour le secteur automobile, il y a encore des problèmes structurels, mais c'est pour vous dire que c'est en relatif, c'est quand même une concurrence chinoise qui va être un petit peu moins forte pour l'Europe, tant sur son marché domestique que sur les marchés à l'extérieur de la Chine, où la Chine a vraiment cassé les prix et a vraiment pris des parts de marché sur l'Europe. Ok, donc il y a des stratégies à adopter actuellement. Un dernier mot, on est un peu en retard, un dernier mot sur les indicateurs d'activité, notamment en Asie, qui ont été publiés ce matin. Le Japon, ça passe sous les 50 en zone de contraction. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Alors là, c'est vrai que sur le change, on peut avoir vraiment un yen qui peut se déprécier, parce que l'idée que la Banque centrale du Japon allait normaliser assez rapidement sa politique monétaire, là, on commence à avoir des indicateurs qui se dégradent assez nettement. Là, au Japon, on est sur une dégradation de l'activité dans les services et dans l'industrie. Donc, on est vraiment sur un retournement. En Australie, on est sur une économie qui stagne, essentiellement tirée par le bas par l'industrie, mais les services résistent un petit peu mieux. Mais globalement, on a une image quand même du Japon qui est en train de se dégrader dernièrement. Donc, on est très très loin de ce qu'on disait encore au mois de juillet, en disant la Banque centrale du Japon va remonter ses taux très rapidement. Donc, c'est vrai que là, c'est une grosse pression qui va revenir très vite sur le yen. Le yen qui va rejouer un peu son rôle de carry trade, très clairement. Mais ça va revenir parce que la Banque centrale du Japon va monter beaucoup plus lentement ses taux directeurs. De l'autre, les taux américains, les taux longs américains se tendent. Donc, ça fait un écart de taux qui est très défavorable au yen. Et on reparle de nouveau d'un yen trop faible. Et je pense que ça va redevenir un élément dans les prochaines semaines qui vont jouer grosse pression à attendre sur le yen face au dollar. Ouais, le yen qui a atteint ce matin les 152,16 pour un dollar. C'est le niveau, selon les analyses techniques, qui va ouvrir un gap vers les 160. En fait, du coup, par la force des choses, 160, c'est un niveau. Donc, on peut supposer une intervention de la Banque du Japon très rapidement. Alors, peut-être, Banque du Japon, et puis on voit qu'elle est bloquée aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qui vraiment soutient le yen et ce qui a soutenu par le passé le yen, c'est les anticipations de hausse de taux, mais elle reste bloquée. Les interventions, ça coûte très cher et finalement, ça a souvent très peu d'effet. Donc, il y a quand même une vraie pression sur le yen qui est en train de revenir assez largement, comme on l'avait observé en début d'année. Ok, très clair. Merci beaucoup, Christian, d'avoir été avec nous ce matin. Christian Parizeau, vous êtes président d'Altair Economics, avec nous régulièrement sur TV Finance. Pas assez, j'aimerais moi vous voir plus. En tout cas, je vous en remercie. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous bientôt. Nous, de notre côté, on marque une courte page de publicité. On se retrouve pour la suite et la fin de cette édition du 24 octobre. À tout de suite.